Alors, il y a un point chaud, très difficile, qui est que je pense que dans le cadre de la famille, puisque c'est quand même notre sujet, il y a, dans l'ordre de la nature, puisque j'ai commencé par là, une complémentarité naturelle entre l'homme et la femme. Dans le cadre de la pensée chrétienne, c'est une chose qui va de soi. Philosophiquement, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile à soutenir. Il y a une vocation naturelle de la femme et une vocation naturelle de l'homme. Alors attention, je dis tout de suite, quand je dis naturel, pour moi la nature c'est un principe général, comme je l'ai expliqué, commun à l'espèce humaine. Évidemment que pour moi, elle peut souffrir toutes sortes d'exceptions. Aujourd'hui, on a tendance à penser que dès qu'il y a une exception, ça supprime la règle. Pas du tout. Il y a des règles qui sont générales, mais qui bien souvent peuvent ne pas s'appliquer en particulier. Donc tout ce que je dis là, il faut le prendre avec quand même un grain de sel, avec une nuance. Je ne dis pas que tout le monde doit s'aligner sur un modèle rigide, que l'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ça. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une ordination naturelle, c'est-à-dire impliquée dans la nature humaine. La nature humaine est intrinsèquement divisée entre hommes et femmes. Ça s'appelle la sexuation, qui n'est pas la sexualité, n'est pas l'exercice de la sexualité. La sexuation, c'est le fait que tout être humain est à la fois pleinement humain et à la fois pas complet. Il n'est que homme ou que femme, c'est-à-dire que pour être complet, il a besoin de s'ouvrir à ce qu'est l'autre sexe, l'autre sexuation. Platon allait jusqu'à imaginer que l'homme primordial avait été coupé en deux, qu'il y avait deux moitiés, et puis après, il cherchait à se rejoindre. Alors, c'est faux. C'est pas deux moitiés, parce que chacun a la plénitude de l'humanité en essence, pleinement être humain, et en même temps, être pleinement humain, c'est être incomplet. C'est tout le problème de la théorie des genres, les gens qui veulent être transgenres, etc. Ils veulent sortir de quelque chose qu'ils sentent comme mutilant. Je suis garçon, mais pourquoi je suis contraint de garçon ? Je préfère être fille. D'ailleurs, en général, ils ne veulent pas être rien, ils veulent être l'autre sexe. Donc, on n'échappe pas à la distinction des sexes. Mais cette limite de la sexuation est aussi une ouverture, parce que c'est la base de la relation. Et notamment, c'est la base de l'amour. Parce que l'être humain en tant que spirituel, il est fait pour la liberté, mais la liberté, elle est faite pour s'épanouir dans le don, dans l'amour. Donc l'amour, c'est la relation à l'autre, et pour qu'il y ait une relation à l'autre, il faut qu'il y ait un autre. Il y en a deux qui sont par nature autres, qui sont l'homme et la femme. L'homme est un mystère pour la femme, et la femme est un mystère pour l'homme. Encore plus d'ailleurs, peut-être. Mais c'est un autre sujet. Donc, cette différenciation entre l'homme et la femme est essentielle, et on va se traduire dans des vocations spécifiques. Il y a une vocation spécifique de la femme en tant que femme, même si, encore une fois, toutes sortes d'exceptions peuvent exister, et une vocation spécifique de l'homme. Et notamment, dans l'exercice de l'autorité, dans l'exercice de l'éducation, eh bien, je pense que les relations sont différentes. Je pense que la femme, je dis très brièvement, ne soyez pas choqués, c'est parce que je suis obligé de faire court. La femme est plus affective, elle est plus biologique, en un mot, elle est plus tournée vers le foyer, la famille, cet univers, cette cellule affective que constitue le foyer, la famille. Et donc, la femme a cette ordination, et elle est tellement biologique, on le constate souvent, quand la société va mal, si la femme est capable de préserver cet univers du foyer, ça va. Elle garde son équilibre. Et dans les situations socialement très difficiles, souvent c'est les femmes qui s'en tirent mieux que les hommes, pourvu qu'elles aient une base, en quelque sorte, bio-affective, satisfaisante pour elles. Si leurs enfants sont en sécurité, elles se sentent en sécurité. Alors que l'homme, lui, il est à l'interface entre la cellule familiale et la société. Autrement dit, d'un côté, il est bien entendu tourné vers la cellule familiale. D'ailleurs, quelquefois, par l'intermédiaire, il voit souvent l'enfant à travers la femme. Par exemple, la femme, elle porte l'enfant 9 mois, le père ne le voit pas. Il le voit en quelque sorte à travers sa femme. Mais inversement, il est, par le biais de son travail, de son activité, il est tourné vers la réalisation, l'insertion de la famille dans le cadre social, et puis ils se sont chargés de ce cadre social. L'homme a vraiment, lui, besoin de refaire le monde, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il est directement engagé dans le tissu du réseau social. Ça ne veut pas dire que la femme n'y a pas sa place ou qu'elle n'y est pas engagée, mais elle y est différemment. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que encore une fois, le comportement féminin et masculin est commandé par ces vocations différentes et qu'il faut les connaître pour comprendre les mécanismes des attitudes. Et c'est notamment vrai dans le cadre d'autorité.
L'autorité de la mère sur les enfants, elle est beaucoup plus de type biologique, justement, biologique et affectif. Il faut laisser l'enfant se développer, faire confiance à la nature, laisser les choses s'organiser à l'intérieur du foyer, etc. Alors que l'homme, il est beaucoup plus constructeur, il est beaucoup plus déterminant. Et c'est nécessaire. En psychanalyse, on dit que c'est par l'image du père que se fait ce qu'on appelle le surmoi. C'est-à-dire cette intériorisation du fait que l'homme, le petit homme, est au sein d'une société qui a ses règles, son organisation, etc. Et ça, c'est pas biologique. Donc ce qui est biologique va plus passer peut-être par le biais maternel, ce qui est sociologique, tout ça c'est un peu à la louche, il faudrait vraiment nuancer tout ça, va plutôt passer par le père. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, dans notre période de féminisme accentué, on a beaucoup de mal à bien reconnaître cette spécificité du rôle masculin. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est en crise, c'est la virilité. La virilité, pas dans le sens en dessous de la ceinture, la virilité dans le sens et l'exercice de ce que c'est que le rôle d'homme, et notamment le rôle de père, et de son autorité dans la famille. Et que pour une femme, très souvent, le comportement masculin qui est simplement perçu par l'homme comme viril est perçu comme violent par la femme. La femme a une aversion naturelle contre la violence. La définition philosophique de la violence, c'est ce qui est contraire à la nature. Un mouvement violent, c'est un mouvement qui n'est pas dans le sens de la nature. Or là, comme je l'ai dit, la femme, elle est bio-affective, elle est plutôt du côté biologique, elle est plutôt du côté de ce qui va dans le sens de la nature, donc ce qui ne va pas dans le sens spontané de la nature lui paraît violent. Or l'homme, lui, qui est un constructeur de société, qui n'est pas un fruit de la nature, qui est une construction intellectuelle, collective, eh bien, il a dans la nécessité d'exercer des comportements qui sont fréquemment perçus comme violents par la femme. Et donc, dans une période de féminisme, si l'homme exerce cette activité, eh bien, il n'y a pas droit. Il n'y a moralement pas droit, si je puis dire. C'est très difficile pour lui. Il y a une sorte de castration psychologique de l'homme aujourd'hui qui est très dangereuse pour l'exercice de l'autorité. Donc, pour le petit homme, qui ne va pas avoir des repères suffisamment clairs dans la façon dont s'exerce la vocation masculine et la vocation féminine à son égard. Normalement, d'ailleurs, la psychanalyse devrait apporter son appui sur ce terrain, mais la force du politiquement correct est tellement grande que la plupart des psychanalystes, par exemple, se sont alignés sur la revendication du mariage pour tous, alors qu'ils n'auraient pas dû.